Bien, on y est. Donc, nous voilà à Lyon. On a réussi. Moi, j'ai traversé l'Europe pour arriver jusqu'à toi. Toi, tu viens de Paris, il me semble. Paris. Voilà, donc ce ne sera pas virtuel. Nous sommes bien là. Donc, je suis ravi de t'accueillir. Hervé, je te tutoierai. Je vais commencer par lire un petit peu. Et puis ensuite, on entrera dans une conversation plus orale, plus animée, j'espère, même si c'est masqué. Hervé Mazurel, tu es historien des sensibilités et des imaginaires, spécialiste de l'Europe romantique, maître de conférences à l'Université de Bourgogne. Tu co-animes la revue Sensibilité, on en reparlera. Récemment, tu as fait paraître Caspar l'Obscur ou L'Enfant de la Nuit. C'est sous-titré Essai d'histoire abyssale et d'anthropologie sensible. Et à l'automne 2021, donc dans quelques mois, tu publieras chez le même éditeur, La Découverte, L'inconscient ou l'oubli de l'histoire, profondeur et métamorphose de la vie affective. Voilà, donc tu es présent, je suis ravi, on a déjà dialogué dans cette résidence ensemble, dans un cycle qui s'appelle « À quoi pensez-vous ?», que l'on peut voir aussi, trouver en ligne. Je vais faire une micro-introduction pour expliquer pourquoi je suis là. Je ne suis pas un professionnel de la présentation, je suis plutôt habituellement, disons, en tout cas en présence de quelqu'un qui s'entretient avec moi. Là, c'est un peu une première pour moi, comme ça, avec une image. Pour commencer, j'aimerais te parler donc de ce qui nous réunit dans ce cycle. Ce cycle cette résidence que je poursuis contre vents et marées, avec la Fête du Livre de Bron, l'association Artifarti et l'école urbaine de Lyon, donc, qui organise ces jours anthropocènes. Ce sont trois institutions que j'aimerais remercier d'abord, parce que toutes les équipes ont été merveilleuses et qu'elles ont permis que ça continue malgré la pandémie. Et c'est un cycle, une résidence qui a pris plusieurs formes, mais qui est donc une forme radiophonique, une forme d'installation, une forme d'interrogation, d'échange, mais qui sans cesse s'est posé cette question, enquêter, mais pour élucider quel crime, et à dire vrai, qui interrogeait cette présence des enquêtes à travers tous les champs, des sciences humaines jusqu'à l'art, toujours ces questions posées au monde, et cette reprise, une sorte de fièvre enquêtrice. Voilà. Donc c'est autour de ça on a échangé avec Michel Lusseau au début janvier 2020 autour de l'Anthropocène. On a également échangé avec Laurent Demans autour de la saison des enquêtes en littérature. On s'est également interrogé dans le cycle « À quoi pensez-vous ?», notamment avec toi, autour de l'oubli du corps ou de l'oubli de la sensibilité. Avec Anne Simon, c'était sur la question de la zoopoétique et du rapport notamment au monde animal dans les textes. Avec Denis Sellier, un thérapeute, c'était sur les écoutes corporelles. Emmanuel Aloha, c'était sur la question de la perspective. Frédéric Haït-Toiti, on s'était également entretenu avec elle, c'était autour de ce tournant du XVIIe siècle, ce tournant mécaniste, où en quelque sorte on mécanise, on réifie un peu le monde naturel, ou ce que l'on nomme nature. Sébastien Thierry, c'était également autour de l'urbanisme, voilà. Et donc il y avait ces échanges réguliers qui sans cesse reviennent à qu'est-ce que l'on cherche à trouver, pourquoi on enquête. Et je vais te faire part, pour commencer, simplement de l'hypothèse que je crois que je poursuis, c'est que sans doute que ce temps des enquêtes, ou cette fièvre des enquêtes, est, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, lié à une inquiétude des oublis du monde. L'enquête, elle démarre, l'acte d'enquête, l'acte de recherche commence vraisemblablement lorsque quelque chose ne convient pas entre l'encodage et le monde. On a oublié en quelque sorte quelque chose et par l'enquête, il y a une replongée dans un terrain. Donc c'est comme si pour moi, ces enquêtes partant d'Anthropocène étaient liées à ce que je vais appeler la blessure. Nous encodons, nous autres sapiens narins, notre espèce, nous encodons par des récits, par des alphabets, par des narrations, par des légendes, par des savoirs. Et nous encodons, et cet encodage tend à recouvrir ce que ça dit, cette sorte de matière. Et l'enquête serait le moment où tout d'un coup, on a beaucoup oublié et on replonge. Et donc, évidemment, ça me conduit à ta discipline, puisque tu vois, on en est passé par l'urbanisme, par la philosophie, par l'anthropologie. Et on en vient à ta discipline, et j'aimerais que tu commences par nous expliquer, partager avec nous très simplement
parce que c'est comme ça que je lis ta discipline qui est l'histoire des sensibilités. Au fond, l'histoire des sensibilités participe pour moi de ce qui nous relève des inquiétudes, des oublis du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous tient au monde, notamment par des formes d'incarnation. Et donc, j'aimerais que tu nous racontes ce que c'est que cette histoire des sensibilités, d'où elle vient peut-être. Merci d'abord Camille de m'avoir sorti de Paris et amené jusqu'à toi, jusqu'ici. Ça fait un bien fou en fait, hein, ne serait-ce que de voyager un peu. Cette histoire des sensibilités, en fait, elle part de quelque chose d'un peu contre-intuitif, hein, l'idée que nos manières de sentir et de ressentir, nos manières de nous émouvoir et de nous mouvoir, nos perceptions intimes de l'espace, du temps, que tout cela évolue, se transforme à travers le temps, et que du même coup, on ne peut pas se projeter dans le passé comme si les femmes et les hommes d'il y a quelques siècles sentaient les choses comme nous les sentons, étaient au monde comme nous le sommes. Hein, et donc nous cherchons, les historiens des sensibilités, à retrouver ces façons d'être, ces manières d'être au monde, ces modes de présence au monde qui sont aujourd'hui évanouis et qui étaient ceux de nos aïeux. Hein, c'est ça à peu près l'histoire des sensibilités. Je dirais qu'elle couvre un vaste territoire. Il y a à la fois l'histoire du sensoriel, des perceptions sensorielles. Il y a l'histoire des désirs, des pulsions. Il y a l'histoire des émotions, c'est encore un cran au-dessus. Et l'histoire des sentiments aussi. Hein. En fait, tout le champ des affects, de la vie d'affect. Si on prend la question du sensoriel, par exemple, hein, on habite en fait d'une époque, par exemple, selon nos appartenances culturelles, si on vient d'une société ou d'une autre, on habite des mondes sensoriels plus différents qu'on ne l'imagine, des univers sensoriels plus différents qu'on ne l'imagine. D'abord parce que une culture façonne chez les enfants une certaine manière sensible d'être au monde, une hiérarchie des sens, une balance entre les sens. La question de la langue aussi est très importante. Par exemple, tu vois, il existe dans la langue arabe 7 mots pour décrire les saveurs de l'eau. Hein. Dans la nôtre, je ne sais même pas si on en a une. Hein. Je crois que quand on dit que l'eau a un goût, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Dans la culture maori, tu as des dizaines de mots pour décrire le rouge, en s'appuyant sur la matière. Est-ce que c'est sec, c'est humide, etc. Voilà, c'est tout un tas de mots qui existent pour distinguer différents rouges. Et ben, du point de vue historique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les premiers qui ont lancé l'histoire des sensibilités, ce sont Lucien Febvre et Robert Mandrou. Alors, ça ne doit pas parler à tout le monde, mais pour nous, c'est des figures très importantes, hein, et qui, justement, ont été travaillés sur les femmes et les hommes du XVIe siècle et disaient qu'ils avaient une manière d'être au monde, qu'ils avaient un rapport d'étreinte au monde, en quelque sorte. Un rapport d'étreinte, ils aspiraient le monde par tous les sens. Ils ne faisaient pas que voir, ils humaient, sentaient, palpaient. Hein, ils étaient dans un rapport polysensoriel au monde. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, la vue ne s'était pas dégagée comme axe privilégié de notre rapport au monde. Hein, l'hégémonie de la vue dans notre régime sensoriel, c'est quelque chose qui s'est imposé lentement, et qui est devenu très fort aujourd'hui. Celui qui a beaucoup fait aussi pour l'histoire des sensibilités, c'est Alain Corbin, qui était mon mentor, mon directeur, dont je suis resté très proche, et qui a décrit justement pour le 19e siècle, cette modification de la hiérarchie des sens, de la balance entre les sens. Il a montré notamment comment les sens dits nobles, hein, la vue et l'ouïe, pourquoi nobles? Parce que ce sont des sens de la distance avec la matière, une distance entre les corps. Pourquoi ces sens nobles sont devenus de plus en plus matière à distinction sociale, c'est-à-dire faire usage de ces sens de manière privilégiée, c'est se distinguer socialement, ne plus être faire moins recours au sens de proximité, au toucher, à l'odorat. L'odorat à l'époque, hein, c'est le sens qu'on considérait comme le plus animal. Hein, et donc il y a toute une hiérarchie sensorielle qui renvoie aussi à un certain imaginaire social, à des représentations du monde social. Hein. Le premier qui avait vu ça, c'était Georg Simmel, hein, justement, qui travaillait à Berlin au début du XXe siècle, le premier à avoir fait une sociologie des sens et qui s'intéressait beaucoup aux pratiques de distinction sociale à travers les usages des sens. Hein. Il a décrit des choses merveilleuses sur le changement du paysage sonore. Il s'intéressait à l'exode rural et à la métropolisation en Europe, notamment à travers Berlin, et comment on est passé d'un paysage sonore à un autre, un paysage sonore dominé par la modernité industrielle, par des agressions sensorielles de plus en plus fortes aussi pour les néo-citadins. Voilà, toute la question des seuils de tolérance à l'environnement sensoriel, ça c'est quelque chose qui nous passionne aussi. Voilà un peu, tu vois, tout un champ. Après, il y a aussi, je vais pas faire tout, je parlerai pas de tout, mais la question des émotions. Et souvent, le passage du sensoriel à l'émotionnel, c'est quelque chose qui est difficile à décrire, de même que la langue française distingue entre l'émotion et le sentiment, mais dans toutes les langues, c'est pas aussi clair.
L'émotion est généralement quelque chose de plus spontané, de plus direct, de souvent très intense, qui passe davantage par les gestes, par des mimiques, par des expressions faciales, par le corps. Le sentiment est quelque chose qui est plus installé dans la durée, qui est comme une émotion qui s'installe dans la durée, et qui fait davantage appel au langage, qui est plus prolixe du point de vue du langage. La haine, l'amour, ça laisse des traces, ça s'écrit. Et donc c'est plus facile d'écrire une histoire des sentiments, parce qu'il laisse davantage de traces, que d'écrire une histoire des émotions, parce que les traces sont plus fugaces. Et par ailleurs, si les historiens comme les journalistes sont plus prolixes sur les malheurs du passé, c'est aussi parce que bien souvent, plus on est malheureux, plus on écrit. Et faire une histoire de la joie ou faire une histoire du plaisir, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile. Les sourcements, voilà. Les pages de paix sont les pages blanches de l'histoire. Et ça, c'est Hegel. Je voulais simplement anticiper, faire une sorte de petit écart par rapport à notre déroulé. Pour que tu me dises, parce que je t'entends, je t'écoute, je sais par ailleurs, par lecture, que cette histoire des sensibilités est déjà une longue histoire, et je vois dans notre temps un tournant de l'écoute sensible, du partage du sensible, dire à l'autre, pour essayer de reprêter l'oreille à ce à quoi on prêtait peu attention dans... peut-être, on va dire, cette vaste capsule des métropoles qui se sont enfermées dans ce système signifiant des significations humaines. Tout d'un coup, c'est comme si on cherchait à rouvrir les fenêtres sur le monde et à se remettre à écouter les arbres. Comme tu sais, moi, je suis engagé dans différents processus pour écouter, essayer d'auditionner les écosystèmes. Comment est-ce qu'on va se mettre à l'écoute de plus vaste que le langage humain? Comment est-ce que l'on va traduire différentes formes de voix autres qui viennent des milieux, des écosystèmes, des forêts, etc. Et des fleuves, notamment, dans mon cas. Et je voudrais savoir, juste simplement une petite incise, on y reviendra, comment est-ce que ça dialogue? Tu disais tout à l'heure que finalement, ça dialoguait pas encore beaucoup entre l'histoire des sensibilités et celles et ceux qui sont passés par les voies historiennes et cette vague nouvelle de être dans le sillon d'Aldo Léopold, de être la rivière, être l'oiseau, être ceci qui cherche, ou même les travaux de Baptiste Morisot qui cherchent à se déplacer, à décentrer pour essayer de se mettre à un autre endroit du monde et écouter d'autres choses, comme s'il fallait solliciter la vie sensible là aussi, mais autrement. Comment est-ce que ça dialogue? Oui, c'est une connexion à laquelle on aspire, d'ailleurs, un numéro de sensibilité qui va arriver sur ces questions, notamment sur la question du silence du monde. Les expériences du dernier confinement étaient intéressantes de ce point de vue-là. Les oiseaux ont reparu, les voitures se sont allées, les animaux sont les sons sont revenus. Et puis cette attention au silence nouvelle, ce besoin de silence, ce désir de silence. Et en même temps, très paradoxal aussi, puisqu'on est pas capable, par exemple, de tenir la minute de silence. On voit très bien à quel point il y a de l'impatience maintenant dans la minute de silence qui s'exprime. Donc cette espèce de désir de silence, de paix retrouvée, d'écoute de ce qu'on appelait jadis la nature, en tout cas de retrouver une paisibilité dans les retrouvailles avec un paysage sonore qui a largement disparu quand on est citadin, et en même temps une difficulté à sortir de nos rythmes, pour se mettre à l'écoute, pour laisser résonner en quelque sorte le monde, comme dit Helmut Rosa, pour essayer de retrouver une disponibilité au monde. Tout un cheminement qui est délicat, mais vers lequel on est. De fait, la révolution silencieuse la plus forte depuis 20 ans, c'est évidemment la montée en puissance de cette sensibilité écologique, qui est une espèce de... C'est un courant de profondeur dont on sent aujourd'hui à quel point il emporte nos sociétés, fort heureusement. Et malheureusement, cette histoire de la sensibilité écologique, ou ce nouveau sentiment de la nature, en quelque sorte, on pourrait dire, elle est encore assez largement à faire. Et on ne s'est pas encore complètement rencontré, là, bizarrement. Mais peut-être aussi parce que les historiens des sensibilités travaillent beaucoup sur des siècles plus reculés, et s'occupent assez peu d'histoire du temps présent, d'histoire du très contemporain. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne s'est pas encore rencontré. Beaucoup d'historiens des sensibilités travaillent sur le 18e, sur le 19e siècle, et assez peu sur aujourd'hui, en fait. Mais c'est pour ça que je suis heureux de t'entendre, parce que je disais en introduction, tu es spécialiste du temps romantique, de l'Europe romantique. Et moi, quand j'entends justement ce tournant anthropocène, ce tournant de l'écoute, de ce nouveau temps de la nature, de ce que l'on nomme nature, ou de ce que l'on mal nomme nature,
J'entends évidemment le lien avec le virage Goethe Bien sûr. et de la fin du XVIIIe et la sensibilité de Rousseau à l'égard de cette écoute-là, de cette vaste écoute, et puis tout ce qui a suivi, toute la révolution du romantisme allemand, Sturm und Drang, qui est souvent assez mal connu d'ailleurs, avec les frères Schlegel, Novalis. Je crois qu'on vit aujourd'hui en fait dans un espèce d'âge néo-romantique. Moi j'ai le sentiment aussi que, à la fois on n'a jamais complètement quitté, c'est-à-dire toute la révolution que tu décris, l'esthétique du sublime qui a surgi, le moment Sturm und Drang avec le moment romantique allemand notamment. Il est encore en nous dans nos formes d'appréciation du paysage, par exemple. Alain Corbin avait travaillé là-dessus, c'était assez fascinant. Il avait montré comment très longtemps en Occident, tous les espaces naturels illimités, la haute mer, les forêts profondes, la jungle, les déserts, comment tous ces espaces sont restés très longtemps répulsifs en Occident, et tu le vois d'ailleurs dans la peinture du XVIIIe siècle, c'est la peinture, c'est l'Arcadie, et puis au XIXe siècle, tout d'un coup, avec les romantiques, on commence à chercher ces espaces illimités. C'est Caspar Friedrich, bien sûr, c'est l'homme qui plane au-dessus des nuages, en haut sur les cimes montagnardes. C'est tous les tableaux de Caspar Friedrich sur les rivages, et ces grands espaces, ces Turner. Et donc il y a une révolution là où ces espaces qui étaient jadis répulsifs deviennent tout d'un coup attirants, sont recherchés. Il y a évidemment les déserts aussi, c'est le début de l'orientalisme, et toute la peinture orientaliste qui fait fantasmer autour des déserts, toute la question de la jungle aussi, qui est très importante dans la fantasmatique coloniale au XIXe siècle, à la fin du siècle. Tous ces espaces qui deviennent des espaces d'aventure et qui deviennent des espaces appréciés, recherchés, désirés par les Occidentaux, qui fuient aussi la montée en puissance des pathologies urbaines, qui fuit aussi l'urbanisation massive de l'Europe. Et donc je crois que quand on est aujourd'hui face à... On s'en rend pas toujours compte, mais quand tout d'un coup on monte tout en haut d'une montagne pour essayer d'avoir le plus grand panorama, on reproduit quelque chose qui nous vient, un héritage qui nous vient du romantisme, où si c'est pas comme moi je le fais, je sais pas si toi aussi peut-être, je peux pas m'empêcher un jour de tempête d'aller près du rivage et de juste pour me sentir vibrer, cette vibration qu'on cherche, émotive, face à une côte déchiquetée, des vagues qui nous ont... C'est aussi, en quelque sorte, il y a de l'histoire collective qui alors qu'on a l'impression de vivre une émotion qui nous plonge au cœur de notre intimité. Il y a de l'histoire collective dans cette émotion-là. Il y a des systèmes d'appréciation du paysage qui viennent de loin et qui me semblent venir notamment du romantisme. Donc je crois qu'on est vraiment... On est dans un moment de reconnexion avec ça, qui sans doute va différer par plein d'autres côtés. Mais c'est pour ça que les romantiques, à mon avis, vont revenir sur le devant de la scène dans pas longtemps, je pense. Je crois que ce que j'observe, c'est que cette scène anthropocène, cette scène de l'anthropocène, et toutes celles et ceux qui cherchent justement à rouvrir le territoire de l'écoute, souvent en fait n'usent jamais de ce terme de romantisme, comme même parfois le voient comme un repoussoir, puisque ça a pu s'accompagner, comme tu disais, de l'entreprise coloniale, de la construction exotique, parfois d'une vision très dominante de Caspar Friedrich étant passé par là. Voilà. Mais ce que je crois qui est juste, c'est de rappeler que cette sensibilité-là a cherché à dissoudre et à dissoudre les frontières du sujet, donc de l'ego, et le romantisme profond, c'était celui immersif, c'était celui qui allait chercher la connexion avec le monde. Et là, je crois que si on prend cette branche-là du romantisme, alors on peut faire la connexion, c'est-à-dire ce qui est le monde est en moi, ce qui est dans le monde. C'est-à-dire que c'est des intuitions de l'intérieur des maladies occidentales, qui sont aujourd'hui reprises. On voit que l'anthropocentrisme, il faut le dissoudre, et il faut arriver à se reconnecter. En ce sens, c'est peut-être des enfants. Mais on sentiment océanique, le sentiment cosmique. Le sentiment océanique dont on avait déjà parlé. Je vais aborder ton livre. Comme ça, on aura un cas auquel s'accrocher. On va s'accrocher au cas Gaspar Hauser. On a peut-être celles et ceux qui regardent auront lu. Il y a eu beaucoup d'articles, de recensions, des belles critiques autour de ce livre, qui est un livre magnifique. Merci. Et je vais poser la question assez simplement. Tu vas te servir en quelque sorte, c'est comme ça que je l'ai lu, ce livre,
de Kaspar Hauser, on a dit parfois entre nous, tu dis, je crois, page blanche de la sensibilité sur laquelle va s'écrire tout l'appareillage culturel de l'Europe à partir de son apparition sur cette place de Nuremberg. Je te disais parfois où j'opposais à la page blanche l'idée d'un trou noir, parce qu'il vient aussi d'une geôle. Mais en tout cas, raconte-nous comment est-ce que tu te sers du cas Kaspar Hauser pour une étude de l'appareillage sensible de cette Europe du 19e. J'ai gardé ton expression de trou noir maintenant. Quand j'en parle, je dis plus page blanche ou table rase, mais c'est vrai que voilà, trou noir me semble plus juste, hein, par lesquels les fantômes du passé viennent, pareil. En fait, la question que j'ai voulu poser autour de Kaspar Hauser, c'est cette question qui m'obsède un peu, hein, c'est celle de savoir jusqu'où le social et l'histoire, hein, l'histoire au sens collectif, hein, s'inscrit au tréfonds de nous-mêmes, hein, et savoir jusque, voilà, je pense que l'histoire, on a tendance à penser que l'histoire, elle commence au-delà de la peau, en quelque sorte, hein. C'est les bâtiments, c'est les statues, c'est les grands événements, c'est les foules. L'histoire qui m'intéresse, c'est celle qui est en nous, hein. L'histoire qui est le plus profondément en nous, inscrite dans les profondeurs du corps, de la psyché. Et pour moi, d'ailleurs, c'est une distinction que je ne fais pas. C'est-à-dire que pour moi, le corps et la psyché, il ne faut pas les penser de manière disjonctive. Et je pense qu'on sera complètement d'accord là-dessus. Mais il y a un continuum. Corps, affect, psyché, pour moi, c'est un seul et même continuum. Hein, mais de voir jusqu'où l'histoire travaille ce continuum, justement, là. Hein, voilà. Donc c'est l'histoire qui est tout au fond de nous, qui est sédimentée en nous, qui m'intéresse. Hein. Pour moi, le plus intéressant dans l'histoire, en quelque sorte, c'est ce qui se passe dans l'ombre. Hein. Et l'histoire des sensibilités, c'est une histoire invisible, en quelque sorte, qu'on ne voit pas, mais qui tout d'un coup, on voit qu'il voilà, y a quelque chose voilà, ce qui se passe aujourd'hui, pardon, je m'écarte un peu, mais ce qui se passe aujourd'hui avec MeToo, ce qui se passe avec l'intolérable de l'inceste en ce moment, etc., ce sont tout d'un coup des événements dans l'histoire de la sensibilité, des sensibilités. Il y a quelque chose qui mute dans l'histoire des sensibilités collectives, quelque chose qui devient insupportable, qui devient intolérable. Je reviens à Kaspar Hauser. Kaspar Hauser, pour moi, c'était donc un cas très singulier. Hein. L'idée, c'était, j'avais envie de tenter de penser par cas. Hein. J'ai emprunté ici à Marcel Mauss, le grand anthropologue, ou à Aby Warburg, un historien de l'art auquel je tiens beaucoup. Au fond, un cas étudié très en profondeur, hein, peut permettre non seulement la comparaison, mais peut permettre de monter à une certaine généralité théorique, s'il est bien choisi. Et il me semble vraiment intéressant, Kaspar Hauser, parce que, donc, pour rappeler peut-être aux gens qui ne le connaissent pas, hein, c'est donc un enfant qui a été séquestré, sans doute 13, 14 ans, hein, et séquestré très tôt, peut-être à 2 ou 3 ans, hein, et qui a été coupé complètement du monde humain. Hein. Son geôlier, semble-t-il, lui laissait à manger et à boire pendant la nuit. Hein, et il a été laissé à lui-même, hein, il a vécu retranché du monde, une espèce de huis clos, seul à seul, hein, en quelque sorte. Et dans l'inconscience de soi, hein, parce qu'il n'avait aucune idée de ça, dans la conscience de soi, des autres et du monde, et d'un coup, du jour au lendemain, il va se retrouver projeté dans le monde d'abord le monde dit naturel, et puis après dans le monde social, hein, parce qu'on va l'abandonner à Nuremberg, ce fameux jour, ce 26 mai 1828, hein, sans qu'on sache qui l'a abandonné, qui d'ailleurs l'a séquestré, qui l'a abandonné et pourquoi. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est ce moment-là de bascule, qui est comme une seconde naissance en quelque sorte. Hein. Jean-Christophe Bailly dit au fond, il est né une seconde fois au monde, hein, à l'âge de la pleine conscience. Et cette expérience-là, elle est quasiment unique. C'est un moment. Voilà. Et pourquoi c'était très intéressant pour moi, c'est parce qu'il a surgi dans le monde sans avoir aucun des codes qui permettraient de le déchiffrer. Il ne faisait pas la distinction entre l'animé et l'inanimé, entre le jour et la nuit, entre le rêve et la réalité, entre les hommes et les animaux. Il classait même pas les arbres avec les arbres, il savait pas ce que c'était. Donc pour lui, il a fait face à l'infinie diversité du monde. Il l'a pris en pleine figure, hein, et ça l'a épuisé d'ailleurs psychiquement. Hein. Il n'avait aucune catégorie de l'entendement classique. Il avait été coupé de tout l'héritage des générations précédentes. Pas éduqué, pas socialisé. Il avait peut-être 40 ou 50 mots en bouche que son geôlier lui avait appris sur la fin. Il ne savait pas marcher, pas mettre un pas devant l'autre, hein, ou à peine. Quoi. Il tombait tout le temps. Voilà. Et donc, il a dû apprendre les techniques du corps. Il a dû apprendre ce que Parcelmo appelle les techniques du corps, tous ces gestes que nous produisons sans arrêt, sans nous en rendre compte, mais
qu'il faut apprendre. Et donc ça a été d'abord, pour moi, voilà, une enquête sur le corps et sur la manière dont la société façonne les corps et font de nos corps un instrument d'abord. Et puis ensuite, ce qui était fascinant, bien sûr, c'était sa sensorialité, parce qu'elle aussi n'avait pas été façonnée au sein d'une famille, au sein d'une école, etc. Et donc il avait une sensorialité assez inouïe. Il voyait très bien dans l'obscurité, comme d'autres enfants dits sauvages. Je pense à Victor de l'Aveyron notamment. Il voyait des numéros de maison très loin dans la nuit. Il repérait des étoiles que personne ne voyait à l'œil nu. Il se promenait la nuit ou montait des escaliers sans aucune lumière. Voilà, il était familier de la nuit. Il n'avait pas peur de la nuit. Et d'ailleurs, son précepteur disait qu'on pouvait le faire dormir dans un cimetière sans qu'il ait la moindre angoisse. Il avait une suracousie également, il entendait les pas et les voix de très loin, il avait une sensibilité très forte aux métaux, il repérait le sens des aimants sans jamais se tromper, enfin bref, une sensorialité non... Voilà, et ça m'a littéralement fasciné. Et de même du point de vue de l'émotion, c'est quand il est arrivé, il riait, il pleurait d'une seule haleine en quelque sorte. Hein. Il avait des sautes d'humeur et des espèces de paroxysmes émotionnels permanents. Et puis petit à petit, il a dû apprendre. Hein, il avait une affectivité désaccordée en quelque sorte avec le monde environnement. Il a dû apprendre, intérioriser les normes émotionnelles de ses contemporains. Il a dû apprendre les usages, les mœurs de ses contemporains. Et petit à petit, il a perdu aussi beaucoup de cette sensorialité très aiguë qui était la sienne et qui était liée aussi à l'univers raréfié dans lequel il avait vécu, cette cave silencieuse, obscure, qu'on n'a jamais retrouvée vraiment d'ailleurs. Voilà. Donc c'était pour moi un cas fascinant pour montrer à quel point nous sommes façonnés socialement, culturellement, historiquement dans nos corps, dans nos gestes, dans l'expression de nos émotions, dans nos manières... Voilà, c'était une façon de dire, voilà, un peu à l'instant zéro, voilà, si on n'est pas socialisé, et si on ne reçoit pas l'héritage des générations précédentes en la matière, on est un homme sans habitus. On n'a pas intériorisé les façons de penser, d'agir, de sentir qui sont propres à notre groupe. Alors, je te solliciterai sur une sorte de fatalité paradoxe de cette affaire, mais on y reviendra. Je voudrais juste parler d'un autre aspect de ton engagement aussi intellectuel qui passe par une revue, par un travail collectif de revue. Donc si vous voulez juste bien montrer ces magnifiques, sublimes revues, la dernière, je peux la montrer. C'est Enomore. Voilà, c'est magnifique graphiquement. Si vous avez l'autre image des autres, voilà. C'est ça. Alors, juste, donc, c'est ce travail avec la revue Sensibilité. Je voulais te dire de manière un peu provocatrice, enfin gentiment provocatrice, que les revues d'histoire ne manquent pas. Même si je crois qu'il y en a quelques-unes parfois qui s'arrêtent. Oui. Notamment celle de Pierre Nora, il me semble. Voilà. Que certains pleurent, d'autres pleurent pas, mais ça, c'est une autre histoire. Il y en a quand même des revues d'histoire. Qu'est-ce que c'est l'engagement, le propre de ça, en quelques mots, pour qu'on puisse un peu avancer, parce que je vois que l'heure tourne. Ouais, elle s'évolue, elle est une revue qui est... Même si elle a été fondée par des historiens, j'ai travaillé avec Quentin de Lermoz, Clémentine Vidal-Naquet, Anouche Kuhn, Thomas Donman, qui sont des historiens. Hein. Mais elle est ouverte à des sociologues, à des anthropologues, à des historiens de l'art, à des géographes, à des écrivains de plus en plus. Donc elle est vraiment aujourd'hui totalement interdisciplinaire. L'idée de base, c'est de mieux saisir les ressorts sensibles de la vie contemporaine. Hein. Et donc il y a quelque chose là, pour le coup, où on s'efforce de travailler sur le contemporain. Les métamorphoses que je décris tout à l'heure, sur la sensibilité écologique, sur une sensibilité éthique aussi, à la question de par exemple, je pense qu'il faudrait faire des choses sur la question de la pédophilie, l'inceste, tout ça, c'est des choses qui interpellent beaucoup. Hein, les transformations des mœurs et des seuils de tolérance, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Mais à chaque fois, évidemment, l'effort pour nous, c'est de donner de la profondeur temporelle à ces révolutions sensibles contemporaines, d'essayer de donner, de les remettre en histoire, de remettre ces changements en histoire, de montrer comment tout cela est souvent lié aussi à des processus au long cours, processus de civilisation, processus d'individualisation. Hein. Nous vivons de plus en plus comme un moi séparé, singulier. Voilà, les pathologies narcissiques se développent, par exemple. Des processus aussi de privatisation. Hein, ça, c'est très intéressant. Par exemple, la manière dont aujourd'hui, voilà,
la transformation de l'habitat, par exemple, qui s'est opérée sur le très long terme. Au début, la famille n'était pas resserrée c'était pas la famille nucléaire, resserrée sur les parents et les enfants. Voilà, la famille était beaucoup plus large, l'espace de la maison était ouvert sur la rue, puis petit à petit, c'est refermé. La vie familiale s'est recentrée sur le foyer. Et à l'intérieur du foyer, les seuils de pudeur ont évolué. Il a fallu inventer des nouvelles pièces. On a commencé à mettre des sens interdits par rapport à la nudité. On ne pouvait pas pénétrer dans la chambre des parents comme avant. On ne pouvait pas entrer. Ensuite, il y a eu la salle de bain. Ouais, comment, en fait, ces révolutions des sensibilités ont transformé l'intérieur même des maisons. Et aujourd'hui encore, suivre les seuils de pudeur, les rapports à l'intérieur de la famille, à la nudité, l'espèce de pudeur mêlée d'angoisse qu'il y a dans tout ce qui touche à la sexualité entre les parents et les enfants aujourd'hui. Enfin, tout ça, c'est fascinant pour un historien des sensibilités. Et donc, on a tenté ça. Voilà, on a tenté ça. Et il me semblait que ça n'existait pas sur le marché des revues. On a pris des risques parce que elle n'existe pas sur le net. Donc on a lancé une revue papier grâce à une éditrice merveilleuse, Chloé Patet, qui a pris ce risque avec nous, en insistant beaucoup sur la dimension graphique et sur la qualité du papier. Voilà. Enfin, il y a une espèce d'objet qu'on a voulu un peu total, en quelque sorte. Voilà. Et il nous semblait que ça n'existait pas, et on a rencontré un public, heureusement, et pourvu que ça dure, voilà, on est très content que ça puisse exister. On va suivre. On va pas citer toutes les personnes qui sont impliquées, mais si tu veux y revenir. Non, moi, ce que j'aimerais, c'est revenir. Donc, je vois et je partage, comme tu sais, cette idée du temps long. J'aime beaucoup que lorsque quelque chose advient, y compris dans un événement de changement de sensibilité, il y ait des collectifs comme ceux qui contribuent à la sensibilité, qui nous rappellent que les choses ont une histoire et que voilà, j'ai toujours été grand lecteur de un livre qui m'a beaucoup marqué, Histoire de la mort en Occident. C'est très fait, voilà, premier historien de sensibilité. Et qui est pour moi, voilà, mais on y reviendra sur l'histoire de la peur. Ce que j'aimerais refaire là, c'est j'aimerais repartir de la blessure. Tu sais, je parlais de la blessure en début d'entretien et te dire, vous avez dialogué avec la revue Sensibilité, avec les neuroscientifiques. Et dans certaines épreuves que j'ai eues à traverser, j'ai été amené à explorer, disons, la connexion corps-cerveau. Et c'est comme ça que je vais essayer de revenir à cette histoire de la blessure et d'une blessure que je vois revenir et qui dialogue avec l'anthropocène. C'est-à-dire cette sorte de cassure entre les mondes, les formes de vie et la forme de vie de Sapiens Narins, comme je l'appelle. La blessure, c'est ça, c'est que dans le cerveau, je rappelle ces schémas assez classiques, il y a ces dimensions profondes, qui est ce premier âge du cerveau, d'un cerveau reptilien. Il y a ce deuxième cerveau qui te concerne au premier chef, qu'on résume en disant que c'est le cerveau émotionnel, c'est le cerveau de la mémoire émotionnelle, qui est une couche supplémentaire. Et vient le cerveau dont vous vous servez dans Sensibilité, ou quand on écrit, ou quand on œuvre, ou quand on écrit de l'histoire, ou quand on fait toute activité humaine, qui est ce cerveau réflexif qui passe par des encodages dans le langage. Et c'est comme si la vie, pour moi, terrestre, sans cesse rejouait des conflits de non-communication, de difficultés de communication entre ces trois cerveaux. Comme si, en fait, moi-même, dans mes épreuves, j'ai eu à revenir au reptilien dans un post-traumatique lié à des traumas. Et donc, par la méditation, par différentes techniques, j'ai été chercher ces sensibilités premières. Enfin, c'est même pas de la sensibilité, c'est même pas encore cultivé. C'est pré-culture. Et comment ça s'est passé, le dialogue avec les neuroscientifiques ? Ça s'est pas vraiment passé, malheureusement. Tu vois. C'est ça qui est c'est un beau numéro quand même, je le soutiens. Mais l'idée au départ, c'était quand même d'aller chercher les neuroscientifiques, de les faire venir et dialoguer avec nous. Il y en a très peu finalement qui ont accepté parce qu'ils sont aussi pris dans une logique. Parler dans une revue de sciences humaines, pour eux, ça a assez peu d'intérêt. Et puis surtout, ça demande un énorme travail pour arriver à harmoniser les langages, pour qu'on se comprenne, pour arriver à créer des passerelles conceptuelles, pour qu'on arrive à se comprendre dans les deux sens. Donc on a eu deux neuroscientifiques qui sont venus nous parler, mais américaines, et qui, parce qu'elles étaient en quelque sorte compatibles avec les sciences sociales. Et je vais venir là-dessus. Au départ, le numéro, il est assez critique à l'égard de neurosciences, sur la manière dont elles investissent aujourd'hui de très nombreux champs, le neurodroit, le neuromarketing, comment on organise aussi nos achats grâce aux neurosciences, parce qu'en fait, il y a tout un tas de déclinaisons, en quelque sorte, des neurosciences, dans l'éducation aussi, et qu'on avait plutôt
envie de critiquer. Voilà. Et après, il y a la partie plus constructive du numéro qui te dit, voilà, autour de l'émotion, il y a une espèce de clivage, un sillon qui départage deux univers. Les universalistes, hein, ceux qui pensent que les émotions sont avant tout des réponses fixées par l'organisme et qui sont archi-spontanées, hein, enfin, qui sont directes, et qui ont partie liée aussi, bien sûr, avec le cerveau émotionnel dont tu parlais tout à l'heure. Et puis, de l'autre côté, ce qu'on appelle les constructivistes, dont nous sommes plutôt en sciences sociales, qui disent, au fond, les émotions, elles sont toujours déjà baignées dans le symbolique. Elles sont toujours déjà organisées, adressées à d'autres. Voilà, adressées aux autres. Hein, et donc là, il y a une extrême difficulté de dialogue. Et donc, quand on parle à un neuroscientifique en disant qu'il y a des émotions qui émergent historiquement et d'autres qui disparaissent, qui s'effacent, pour lui, c'est très difficilement recevable. C'est incroyable quand même. Ben oui. Qui persiste dans cette idée-là. Alors la plupart persistent. Et on a néanmoins trouvé des gens, parce qu'ils travaillaient notamment aux États-Unis, je pense à Lisa Feldman Barrett, hein, parce qu'ils travaillent sur la plasticité cérébrale, parce qu'ils s'intéressent à la façon dont le cerveau se câble, mais toujours en réaction aussi au monde environnant, au monde social. Donc en fait, à dépasser cette espèce de coupure entre ce qui serait de l'ordre du biologique et ce qui est de l'ordre du social. Ce qui nous intéresse là, c'est justement comment le biologique et social se tissent ensemble, s'entrelacent. Hein, et on s'aperçoit que le cerveau, justement, petit à petit, par apprentissage, hein, se câble différemment. Et donc, en fait, le culturel ou le social et le cérébral s'interpénètrent et se développent ensemble. Hein. Et ça, on est de plus en plus capable de le montrer. On a un peu de mal encore en tout cas, l'article de Lisa Feldman Barrett va vraiment dans ce sens. C'est très proche, au fond, de la théorie de l'habitus, qu'elle soit bourdeusienne ou autre. L'habitus, c'est un concept qui est là depuis très longtemps dans la philosophie occidentale, mais aussi l'idée que... une Norbert Elias. Ou un Norbert Elias aussi, hein, c'est le social incorporé, c'est comment petit à petit on intériorise des façons de penser, d'agir, de sentir, hein, un habitus qui s'exprime, ce qui nous permet d'agir notamment sans y penser. Et cette théorie-là de l'habitus et le cerveau disposé, ce qu'on appelle le cerveau disposé ou le cerveau bayésien, sont compatibles. Et donc je crois dans la possibilité de dialoguer et de dialoguer de plus en plus, mais pour l'instant, c'est quand même une frange assez étroite des neuroscientifiques. Hein, pour le reste, le discours est assez frontal. Je me suis retrouvé récemment à discuter avec des neuroscientifiques autour des rêves, d'une collecte de rêves qu'ils avaient fait et que j'avais fait dans mon coin. Et la neuroscientifique me disait mais comment vous pouvez donner sens à ces rêves, etc. Vous extrapolez, c'est trop... Voilà. Bon, peut-être. En même temps, quand elle me disait ce qu'elle faisait avec, c'est-à-dire qu'elle regardait les rêveurs en train de rêver et elle distinguait les émotions positives et les émotions négatives à partir de cette partition-là. Et elle montait tout un appareillage statistique à partir de cette simple distinction. Et dire, mais on perd toute l'ambivalence des émotions, toute la complexité des émotions. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce geste extrêmement réducteur à l'égard des émotions ? Moi, vos résultats, ils ne me parlent pas. Je suis désolé, vous pouvez trouver que j'extrapole, mais moi, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est un réductionnisme extrême qui fait perdre toute la complexité, toute la richesse, toute l'ambivalence des émotions. Donc voilà, c'est très difficile d'arriver à établir ce dialogue, je crois. Alors on continue, peut-être si on a le temps, on parlera de cette collecte des rêves par temps de confinement, puisque tu as fait ça. Mais j'aimerais poursuivre à explorer ce que j'ai appelé la blessure, parce que je crois que c'est par ailleurs là que ça m'intéresse, puisque c'est de là que j'écris depuis. C'est cette sorte de blessure, comme je le disais, entre l'encodage, entre la part mentale de notre espèce et la vie sensible. Et le lien, l'attachement. On parle beaucoup de retrouver des attachements, des lieux d'attachement au monde, etc. À te lire, je voulais te soumettre encore une fois ce paradoxe. On lit Kaspar Hauser et j'ai à l'esprit là présentement, parce qu'en plus on est en pleine anthropocène, cette nécessité collective de nous réattacher au corps, au monde, à la vie sensible, à l'écoute, etc. Et d'en passer par le corps. Donc de nous rapprocher, en quelque sorte. Donc le paradoxe que je voudrais te soumettre, c'est que l'histoire des sensibilités, je la lis aussi comme ça,
comme une tentative d'aller vers le sensible, d'aller vers le corps, d'aller vers des formes de réincarnation, comme j'ai pu le dire parfois, la réincarnation, repartir des corps. Et je vais te lire quelques phrases où, en même temps, en lisant cette page blanche, ce trou noir de la sensibilité qu'est Kaspar Hauser, tu vas dire, oui, mais en même temps, il n'y a rien de ce rapprochement, rien de ce rapprochement n'est possible sans l'appareillage culturel qui va avec. Donc je reprends ces deux mouvements, je te lis. C'est peut-être là ce que démontre le mieux le cas Kaspar Hauser. La culture est ce bien précieux qui permet à une communauté d'arraisonner le monde. On comprend bien l'image, donc il faut en passer par la culture. Car pour s'orienter, se mouvoir dans l'évidence d'une relation au monde, l'individu doit impérativement être pris dans des toiles de signification. Voilà les toiles de signification. L'enveloppe dont je te parlais, cette sorte de filtre, sans quoi on ne peut plus voir, sentir, approcher. Et donc, qui pour moi fait écran à cette reliaison. Et l'autre citation, elle est de David Le Breton, dans Sociologie du corps, que tu cites. À sa naissance, l'enfant est une somme infinie de dispositions anthropologiques que seule l'immersion dans le champ symbolique lui permet de déployer. Et donc, je te laisse avec ce paradoxe. Collectivement, nous devons nous rapprocher des autres formes de vie. Et pourtant, dans son histoire des sensibilités, tu nous dis, sans appareillage culturel symbolique, sans la distanciation, sans le filtre du langage, rien ne fait sens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une sacrée question que tu me poses. On fait quoi avec ça? Alors, je dirais que d'abord, pour ce que tu décris sur la nécessité de relier au monde, et notamment par l'essence aujourd'hui, ce besoin de cette écoute du monde, elle est possible aujourd'hui, cette envie de réengagement en quelque sorte dans le rapport au monde et au non-humain, elle est possible aussi parce que c'est le produit aussi d'une très longue histoire de distanciation à l'égard des phénomènes dits naturels. C'est-à-dire que, notamment Norbert Elias, quand il décrit le processus de civilisation, il dit au fond que le besoin de sécurité a été finalement la dimension la plus importante dans l'histoire des sociétés humaines, notamment, et le besoin de sécurité par rapport au phénomène, aux fleuves qui débordent, construire des digues, tu m'en parlais tout à l'heure, par rapport aux tempêtes, par rapport aux orages, la quiétude. Il a fallu le 19e siècle pour qu'on déchristianise le ciel, en quelque sorte, et qu'on arrête d'en faire le lieu du divin, ou des puissances maléfiques, etc. Il a fallu prosaïser, en quelque sorte, le ciel. Aujourd'hui, on a des vulcanologues, on a des gens on a des sismographes, on a tout un tas d'éléments techniques qui nous permettent en quelque sorte d'être plus en sécurité et plus distanciés émotionnellement par rapport aux phénomènes naturels, par rapport au déluge, par rapport à tous les phénomènes naturels qui ont longtemps pesé sur la vie des sociétés, sur la vie des hommes, les risques de catastrophes, tout simplement. Donc il y a eu un effort de distanciation, on s'est progressivement distancié à mesure qu'on a mieux connu et mieux appréhendé les phénomènes naturels telluriques ou autres de ce type-là. Et aujourd'hui, fort de cette histoire technique aussi, et de cette histoire scientifique, qui nous permet de... Nous avons acquis une telle domination, entre guillemets, de la nature, que nous avons perdu aussi beaucoup dans cette domination, et nous avons envie de retrouver l'en-deçà, en quelque sorte, de retrouver un rapport beaucoup moins médiatisé aux oiseaux ou à tous les êtres qui peuplent ce qu'on appelait jadis la nature. Ce que je disais par rapport à Kaspar Hauser, qui peut-être lui s'est retrouvé dans une espèce dans un monde non encodé, puisqu'il n'avait pas accès à l'ordre symbolique de sa culture. Il était dans un rapport d'ailleurs qui était extrêmement dangereux. Je pense que c'est une zone très critique dans laquelle il a été pour lui. Mais en même temps, il ne parvenait pas à en jouir en quelque sorte. Il n'était pas dans la jouissance du monde. Ce que je voulais dire sur le fait qu'il fallait nécessairement qu'un enfant soit socialisé, en tout cas intériorise une culture. Mais il y a des cultures, ce n'est pas du tout pour valoriser la culture occidentale, en l'occurrence, c'est pour dire au contraire. Il y a des cultures, au contraire, qui facilitent tout le travail qu'a pu faire des scolaires autour de ces ontologies, et de ces 4 ontologies. Il y a des cultures qui notamment animistes, qui
Kaspar Hauser est quelqu'un qui ne faisait pas la différence entre les hommes et les animaux, et qui avait avec les animaux un rapport de non-domination, comme avec les... Voilà, il pleurait quand on coupait un arbre, il pensait que le bruit des feuilles, c'était la voix des arbres. Voilà, il était dans une toute autre ontologie, en quelque sorte. Et donc, il y a des cultures qui facilitent justement ce retour et cette écoute. Et la nôtre, justement, a un énorme chemin à parcourir. Donc, je dirais que... Donc, c'est pas supprimer le filtre. Non, pas du tout. C'est le changer. C'est le changer. Et d'une certaine manière, c'est bien ça. Je dis qu'on ne peut pas... je pense que l'erreur dans laquelle j'ai longtemps été, c'est de penser que le rapport sensible qu'on a au monde, on voit souvent l'essence comme quelque chose de passif, c'est-à-dire comme si on recevait des messages du monde. Mais en fait, on n'est jamais seulement un œil, une oreille, un nez face au monde. On est déjà un regard, on est déjà une activité, on n'est pas passif. Nos sens ne sont pas une chambre d'enregistrement du monde. Ils ne sont pas des fenêtres sur le monde, mais des filtres. C'est-à-dire que, et c'est David Le Breton qui dit ça très bien. Le filtre étant lui-même construit par toute une histoire. Par toute une histoire, par notre éducation, par une culture qui filtre notre rapport au monde. C'est comme un tamis, en quelque sorte. C'est le tamis d'une culture. Et David Le Breton dit ça très bien. Il dit, voilà, ce n'est pas le réel que nous percevons à travers les sens. C'est déjà un monde de signification. Mais ce filtre culturel, il n'est pas... Je ne cherche pas du tout au contraire, j'aurais plutôt tendance à trouver que notre filtre culturel occidental est triste, mourir pour nous avoir tant éloignés de la vie des non-humains et nous avoir installés dans une relation de domination de si longue durée. Et notamment tout l'héritage cartésien ici est très fort, de se rendre maître de la nature. C'est bien contre ça, contre cette culture-là qu'il faut lutter. Mais je ne crois pas qu'on puisse avoir un rapport non médiatisé par le symbolique avec les êtres non-humains, avec les non-humains, en quelque sorte. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de paradoxe, si tu veux. Voilà. Tu dis Kaspar Hauser, tu dis Kaspar Hauser ne peut rien sans acquérir les filtres qui sont ceux de son temps, mais en même temps, ces filtres-là culturels, éliassiens, européens, etc., sont des filtres d'éloignement et de réification, etc. Bien sûr. Et donc, on est aujourd'hui, disons, collectivement dans une entreprise pour changer les filtres. Absolument. Voilà. Je crois que c'est ce qu'on essaie de faire avec les enfants aujourd'hui. L'épreuve, c'est pas forcément d'aller vers des expériences toujours non médiées. Je ne sais pas si elles sont possibles, en fait. Si on peut vivre avec... Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a... Tu parlais de silence tout à l'heure. Moi, je pratique quotidiennement la méditation de façon assez poussée et d'autres pratiques. Lorsqu'on sort du langage et donc des encodages, pour tout un tas de raisons, on arrive à accéder, tu parlais tout à l'heure de ce moment où tu vas face à la mer dans la tempête. Le moment de représentation va être complexe, va remettre du filtre, c'est-à-dire mon rapport au paysage, le rapport au paysage. Mais le moment d'expérience, lui, il me semble être possiblement moins médié. Moins médié, oui. C'est la question du sentiment océanique dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs. C'est de savoir est-ce qu'il ça. Voilà. Est-ce qu'il existe le fameux dialogue Roland-Freud en disant très bien, vous critiquez la religion, mais qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que je fais moi de ce sentiment d'immensité, de ce sentiment océanique? L'avenir d'une illusion. Je vais te poser toujours encore plus loin dans cette histoire de la blessure, de ce qui nous sépare. Puisque c'est vrai, c'est ça le diagnostic. Pour moi aussi, un des diagnostics anthropocènes, c'est nous sommes séparés, nous nous sommes séparés. C'est peut-être passer par ce qui pourrait être ce que je n'entends pas dans le diagnostic anthropocène. J'entends beaucoup changer les filtres, même si c'est dit par changer les outils de mesure, se remettre à l'écoute d'eux, se décentrer, être à la place d'eux, soit par des mécanismes d'empathie, soit par des mécanismes plus chamaniques de réelle transe. Mais j'entends évidemment la critique du capitalocène, du capitalisme, de ces flux économiques qui détruisent le terrestre. J'entends tout ça. J'entends assez peu, de manière historique, ce qui me semble pourtant un fait anthropologique majeur que tu as déjà abordé, c'est la peur. C'est-à-dire cette espèce humaine comme pilotée par une peur. Et c'est la peur du loup. Exactement à cet endroit s'est mis Baptiste Morisot. Mais c'est la peur des rivières, tu en parlais. Qu'est-ce qu'on fait depuis, disons en tout cas au moins le néolithique, lorsqu'on cherche à maîtriser un territoire? C'est d'abord parce qu'on a peur des bêtes sauvages, on met des clôtures, on maîtrise une rivière parce qu'elle peut déborder.
Donc en fait, l'ensemble de notre espèce est piloté par un fait anthropologique majeur qui est la peur. Et donc toi qui es historien des sensibilités, ma question est celle-ci, on en a parlé, il y a eu des histoires de la peur, mais est-ce qu'il y a eu des histoires de la peur face au milieu, face à l'expérience terrestre à découvert, face à la nudité même de Homo sapiens qui tout d'un coup émerge, voilà, et qui n'a plus sa fonction donnée parce que séparation. Est-ce qu'elle existe, cette histoire de la peur, ou est-ce qu'elle reste à écrire? Elle reste pour partie à écrire. Elle existe pour partie aussi, à travers un texte déjà ancien, mais très fort, d'un des grands historiens des mentalités, qui était Jean Delumeau, qui était un historien du christianisme au départ, mais qui a écrit donc une histoire de la peur en Occident, 14e, 15e siècle, et qui est une histoire qui concerne beaucoup de choses, qui concernent la peur du diable, qui concernent la peur de la peste noire. Hein. Il y a de très belles pages sur la peste noire, mais aussi qui est une histoire de la peur de toutes les catastrophes naturelles. Hein. Et donc de ce travail et de ce besoin de sécurité, hein, de sécurisation permanente qui travaillait les sociétés occidentales, puisqu'il travaille seulement sur les sociétés occidentales en l'espace de 4 siècles. Hein. C'est un travail sur la longue durée, hein, mais donc il y a des éléments ici très forts, même si parfois, il y a des emprunts à la psychanalyse qui ne me semblent pas très, très bienvenus, ratés, etc., qui pourraient être différents. Mais voilà, il y a un élément ici très fort. Il y a une histoire de la peur plutôt dans le champ politique, hein, que Patrick Boucheron a pratiqué récemment. Mais ce que tu décris, qui pourrait être au fond 4 ou 5 tomes, hein, d'une histoire de la peur depuis le néolithique, et même, je ne sais pas si on pourrait la documenter en amont, mais jusqu'à aujourd'hui, ça serait magnifique d'arriver à écrire cette histoire de la peur sur la longue durée. Et en effet, c'est très intéressant que voilà, ce travail autour du loup, hein, qui revient beaucoup ces temps-ci, comme si on pouvait s'en rapprocher et dépasser la peur intrinsèque, la peur. Voilà. Dans la collecte des rêves que j'ai pu faire, hein, la dimension de la peur est très forte. Hein. J'ai fait une collecte de rêves donc sur la question des virus, et il y a notamment un rêve qui m'a beaucoup frappé, hein, d'une jeune femme qui se réveille au petit matin, c'était pendant le premier confinement, avec un nid de rat dans la main. Hein. Un nid de rat. C'est comme ça qu'elle le décrit, un nid de rat dans la main. La peste, c'est le référent du virus et de la mort de masse, c'est la peste. Hein. Alors, je sais qu'il y a un exercice qui consiste à regarder un écran pour récolter des questions. Je ne sais pas si le terme téléspectateur, la présence de ce mot télé est encore vraiment valable, mais j'aimerais connaître votre avis sur la manière dont la perception et l'appropriation des espaces publics sont associés. C'est toi qui vas y répondre, non? C'est une question qui me... J'avoue avoir très peu d'avis sur T'as une idée, toi? Non, je comprends qu'il y a cette question du commun, ouais. Il y a cette question de la disparition des communs, et de se voir si oui ou non il y aurait un... Alors si, moi je pourrais y répondre parce que j'invite celui qui a posé cette question à se référer à la discussion que j'ai eue avec Emmanuel Aloha sur l'histoire de la perspective. Parce que l'histoire de la perspective et de la mise en ordre, du quadrillage du territoire, et donc de ce lien de la perception, donc de l'histoire de la perspective avec l'histoire de l'appropriation, oui, c'est une longue et forte histoire qui passe d'ailleurs par la cartographie. On sait que la cartographie est née dans le même espace, vers Florence, à Florence, là où il y avait beaucoup d'ateliers de cartographes. Donc la prise de possession d'un certain regard sur le monde est contemporaine de ça. Mais je me permets de poursuivre un tout petit peu. Je voulais savoir effectivement quel était son diagnostic sur les rêves. Et le lien que je faisais, c'est qu'on a parlé de la peur. Bon, pour moi, la peur, c'est un peu un des grands impensés de cette société du contrôle. On critique la société du contrôle, mais en fait, on fait assez peu face à ce qui serait une sorte de... Tu parlais d'apprivoiser des peurs, à cette vaste question de la peur. Alors donc, comme on sait que la peur est souvent digérée par l'inconscient, je voudrais simplement peut-être que tu finisses par nous dire
puisque tu as récolté ces rêves de confinement dans une logique d'enquête, l'enquête sur le confinement, à quoi ressemble l'inconscient collectif et individuel tel qu'il apparaît dans ton enquête sur les rêves? Oui, on a cherché donc avec la psychanalyste Elisabeth Serin, avec qui je travaille et que j'aime beaucoup, à essayer de documenter, de sauver comme c'était possible, un peu à la va-vite, comme on pouvait, d'archiver les rêves de nos contemporains au moment du premier confinement, de voir ce que c'était qu'un inconscient aussi, ce confinement, ce que la pandémie et le confinement faisaient à la vie onirique et la vie inconsciente. Elle avait repéré chez ses patients déjà que dès les premiers jours, que la vie onirique de ses patients était très troublée. Et on a du coup rassemblé ces rêves et vu un certain nombre de thématiques fortes émerger et surtout évoluer au fil des semaines. Les premiers temps, la peur de la contamination, bien sûr, mais donc l'angoisse liée au toucher, la question d'un coup du toucher. Je vous parlais tout à l'heure de cette femme qui rêve d'un hydra. Je vois aussi une autre femme qui arrive, qui se rêve dans un magasin, qui touche la caissière, qui est prise de panique, qui se met à courir, qui traverse un tunnel, il y a des gens partout, elle touche les gens, elle touche les parois, elle est dans l'angoisse du toucher. Tout d'un coup, ce virus invisible est venu s'installer au milieu de notre univers perceptif quotidien. Tout ce qui nous tombait sous les doigts, sous nos 10 doigts, devenait potentiellement létal. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Angoisse de contamination sexuelle aussi qu'on a trouvé dans ces rêves, mais liée généralement à des gens issus de la génération SIDA. C'est très intéressant comment, tout d'un coup, chez ces personnes-là, la contamination passe par les voies sexuelles. Donc, la mémoire des années de jeunesse. Ça, c'était très frappant. Donc, des rêves de pénurie dans les magasins, de RIX, tout à l'époque, justement, des Parisiens qui partaient en province et qui avaient donc ça, des rêves assez. Et puis, petit à petit, il y a toute une mémoire des conflits mondiaux qui émergent très fortement, et notamment de la Seconde Guerre mondiale, une mémoire essentiellement filmique sans doute, mais où l'univers hospitalier est rapatrié vers l'univers des camps. Ça, c'est très fort. Ça, c'est fascinant. Ça, c'est totalement fascinant. La question des papiers aussi, l'occupation. C'est-à-dire que montrer des attestations en permanence, l'angoisse de devoir justifier ses désirs de sortie. Voilà. Donc ça, c'est très fort aussi. Les documents. Tout d'un coup, la peur d'être dans l'illégalité. La peur de l'illégalité, ça, c'est très fort. Et puis, petit à petit, au fil des semaines, je vais très vite, mais on voit surgir des thématiques un peu plus... des tentatives d'échapper belle par le rêve. Le rêve érotique. Les analyses qu'on connaît nous ont dit qu'il était extrêmement présent. Les gens nous en ont restitué quelques-uns, mais je pensais que ça serait plus prégnant. Mais il semblerait que ils ont été évidemment plus à l'aise pour en parler avec leurs analystes. Mais le rêve érotique comme échappée belle, des rêves des désirs de lointain, des rêves de voyage sur des îles vierges où la pandémie n'existerait pas, ou d'un retour à l'ancien. Et puis des rêves aussi pour percer l'opacité du futur, et des rêves notamment de reconstruction écologique, de refaçonnement écologique du monde. Parce qu'au fond, ce qui est très intéressant, ce qu'on a perçu là, c'est à quel point ce confinement bouleversait les manières d'être au temps, l'articulation du passé, du présent et du futur, et face à l'opacité extrême du futur, de ces agendas qui se visent, c'est l'impossible, le rêve du monde d'après, mais qui vient jamais. Le rêve était aussi un moyen de percer, en quelque sorte, de créer des trouées dans ce futur impossible. Donc c'est une enquête qui nous a beaucoup animés, qui n'est pas encore terminée, on a encore beaucoup de travail à fournir, mais la peur est partout, l'anxiété, la peur. Et donc le rêve est un révélateur culturel passionnant pour nous, qui nous renseigne sur les inquiétudes, les soucis, mais plus fortement que ça, les angoisses, les peurs de nos contemporains. Et leur désir aussi, leur désir d'avenir. Et ça, brièvement, ça paraîtra, les résultats de cette enquête paraîtront dans un numéro de la revue Sensibilité ? Non, alors dans un numéro d'abord de la revue Communication, qui va paraître en mois de juin, qui s'appelle La circulation des rêves, et donc on a fait un long entretien, et puis des extraits. On a une manifestation aussi à la BNF, on va faire des lectures et expliquer un peu toute la démarche au mois de mai. Et si on a un peu de courage, ça dépendra aussi du temps qu'on a. On pense à une anthologie commentée, en anonymisant les rêveurs, mais sans perdre non plus leurs identités sociologiques aussi, parce que il y a une dimension sociologique et historique qui m'intéresse ici. Ne pas laisser seulement la psychanalyse, même si dans le champ des rêves, mais aussi
se risquer à une interprétation sociologique et historique des rêves. C'était un peu pourquoi la raison de ma présence dans cette... Le rêve des cabinets des psychanalystes. Exactement. Voilà. Ouais. Parfois, j'ai aussi le rêve qu'on reprenne le rêve visionnaire, le rêve comme le rêve des prophètes dans les temps prophétiques. Présage de l'avenir. Présage de l'avenir, ouais, etc. Sûr, Je pense qu'on a un tout petit peu aussi réduit la signification des rêves. Absolument. Je vois que j'ai 40 secondes pour clore cette conversation. Dire que celles et ceux qui ont apprécié la voix d'Hervé, vous pouvez également donc suivre sur en mettant « À quoi pensez-vous ?» Hervé Mazurel. Vous trouverez notre dialogue plus en longueur, plus en profondeur aussi sur chacun des points qui ont été évoqués un peu trop rapidement peut-être. Merci infiniment. Merci à toi. On Camille, est heureux de s'être un tout petit peu Merci, déconfiné pour se retrouver. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Voilà. Merci à tous. Ouais. Merci. Merci beaucoup.